Mais c'est formidable. Les mots traduisent parfois évidemment, c'est une sorte de lapsus quand on parle de ça. Il est peut-être probable. Écoutez, je n'invente rien, ce qu'a dit François Bayrou sur cette réforme de la retraite, qu'il souhaite changer, etc. Ce qu'il dit à la fin de la phrase, on cherche ce qu'il a dit après qu'il a parlé. Mais écoutez ça, c'était au Sénat hier, c'est quelques secondes et je trouve que ça dit tout. Il est peut-être probable qu'il se produise une situation dans laquelle des marges de progression, de mouvement, de changement, d'adaptation auront été identifiées sans qu'il y ait un accord général. Si c'est le cas, nous proposerons un texte qui reprendra ces adaptations et ces progrès et nous le soumettrons à l'Assemblée. Il n'y a rien de plus simple, de plus clair et de plus franc. Non mais je veux dire, c'est un gag en fait. Alors c'était pas au Sénat, vous avez compris, c'était à l'Assemblée. Mais non mais c'est un gag parce que tout y est. Il est peut-être probable. Je sais pas. Alors je applaudis sans plus. Bravo. Moi, je sais pas. Je sais pas ce que vous avez compris. Alors tu comprends en fait que c'est un bonneto. Bonneto, il y a une caisse en carton. Il y a un Premier ministre qui est là. Tu la vois ma réforme. Tu la vois ma réforme. Tu la vois pas. Tu la vois plus. C'est la situation actuelle. Il dit la situation parlementaire. Non mais c'est un truc de bonneto, vraiment. Tu la vois, tu la hop. Il est peut-être probable. Alors ça j'adore. Il est peut-être probable. Ça on ne l'avait pas fait. Je trouve ça formidable. Il est peut-être probable. Mais on comprend pourquoi ils s'entendent si bien avec Emmanuel Macron depuis des années. C'est le et en même temps macronien qu'on retrouve chez Bayrou et ils convergent complètement à cet égard-là. Bon, il est peut-être probable. On en parlera évidemment tout à l'heure, mais l'actualité dramatique, disons-le, après 15 mois de guerre entre Israël et le Hamas, un nouvel accord de trêve et de libération des otages a été conclu hier. Vincent Hervouet, j'ai appris, hier on s'est quittés, hier soir, ensemble, et en fait Israël n'a pas donné son accord, on ne l'a pas dit aussi clairement hier soir, et ce matin j'entends que Israël n'a pas donné son accord à précisément cet accord qui est en place. C'est vrai ou c'est faux ? Tout n'est pas tout à fait scellé. Il est peut-être probable qu'il y ait une trêve. On pourrait commencer toutes nos phrases comme ça, mais là c'est un sujet sérieux. Non, mais sans ironie aucune. C'est bien pour ça qu'il y a une grande différence entre une trêve et une paix. La trêve, elle est toujours amère. La paix, c'est l'avenir qui se dégage. Là, l'avenir reste complètement brumeux, bouché. Personne ne sait ce qui va se passer à Gaza. Et cette trêve qui a été négociée, dont les détails, qui est très complexe par étapes, et tout peut capoter évidemment sur chacun de ces détails qu'on peut lister à l'infini, c'est pas simple, c'est pas clair, c'est pas franc. Donc Israël n'a pas donné son accord. Israël n'a pas donné. Mais il paraît qu'il y a encore quelques détails qui restent à. D'accord. Et ça, on ne le savait pas hier soir. Non, c'est vrai, mais l'accord de principe, mais le diable est dans les détails comme à chaque fois dans ce genre d'affaires. Et là, particulièrement, parce qu'il n'y a pas de perspective politique d'une part, et parce que par ailleurs, extraire les otages des tombes où ils sont enfermés, enterrés vivants depuis 15 mois va s'avérer difficile, et que leur reprise en main, le contrôle sécuritaire de la zone ça va être très compliqué, ça va être vraiment très compliqué. Bon, le tweet d'Emmanuel Macron, on peut le décrypter ensemble. Après 15 mois de calvaire injustifiable, soulagement immense pour les Gazaouis, espoir pour les otages et leurs familles. Ce soir, mes pensées vont à Ofer et Ohad, qui sont les otages français. L'accord doit être respecté, les otages libérés, les Gazaouis secourus, une solution politique doit advenir. Oui, que pensez-vous de ce... C'est-à-dire que la formulation au début était évidemment extrêmement choquante aux yeux des Israéliens, des familles d'otages. Mais bon, quelle importance ? C'est important, c'est le président de la République qui parle. Oui, c'est important, il parle aux Français. C'est la position française historique. Non, pas tout à fait. Après 15 mois de calvaire injustifiable. Non, il y a une forme de calvaire injustifiable, c'est celui des Gazaouis ou c'est celui des familles des otages ? Dans la formulation, dans l'expression qui en est faite, c'est pas vraiment un renvoi dos à dos. Le calvaire injustifiable, ça on a l'impression que le calvaire injustifiable... Soulagement pour les Gazaouis. Donc, voilà, évidemment, il y a de quoi
profondément heurté. Il y a eu froissé. effectivement un calvaire pour les Gazaouis et pour les otages. Oui, mais avant ça, il y a d'abord eu l'attaque. mais c'est le moins justifiable quand même. Ça, en fait, c'est le moins justifiable. C'est que ce que certains peuvent comprendre, c'est que la réponse d'Israël par rapport au 7 octobre, voilà, c'est ce que certains. C'est pour ça que je pose la question. Évidemment. C'est la combinaison, c'est la combinaison qui est gênante, c'est-à-dire l'emploi du terme injustifiable après l'inversion gazaoui et on ne cite même pas Israël d'ailleurs. Ouais, voilà. On peut faire de la sémantique, c'est ça qui est... même de la casuistique pendant des Oui, mais heures. c'est important, c'est le président de la République. La réalité profonde, c'est qu'au moment de prononcer « on n'y est pour rien » dans cet accord, on n'a eu aucune influence dans ce qui s'est passé. Et alors qu'il y a des otages français, je vous le rappelle quand même. Bon, donc, le président émet des considérations d'ordre général, une sorte de vœu pieux, on doit, etc. Et ils réussissent à l'Élysée à le formuler de telle manière que ça heurte tous ceux qui lisent ce communiqué. C'est quand même, pardon, mais c'est pas brillant, quoi. C'est vraiment une bévue, même. Et alors, les dessous de cet accord, vous dites que la France n'y est pour rien. Hier soir, vous disiez c'est la grande victoire de Donald Trump. Pourquoi ? Parce que il est intronisé lundi et dimanche, il devrait y avoir la libération de 3 otages. Et je pense que les Israélo-Américains seront dans la liste. Je pense que son émissaire au Proche-Orient, à Doha, s'en sera assuré que ce seront les premiers à sortir. Et donc, il arrive, il n'est pas encore au pouvoir, il a fait ce qu'il avait promis, l'arrêt de toute guerre, en tout cas celle-là. Il a déjà obtenu des résultats avant même de reprendre son bureau son bureau ovale. Mais pourquoi le point lui est donné et pas à l'administration Biden qui s'est aussi déployée sur la dernière période avec bien Question sûr d'Olivier avec les Qataris notamment. Parce qu'il n'y avait aucun bénéfice pour Benjamin Netanyahou à rentrer dans ce deal trop tôt. Et puis en fait, ce qui est sur la table, c'est à peu près ce qui avait été dealé au mois de mai dernier. Oui. Effectivement, ça n'a pas beaucoup changé, mais bon, l'équation politique reste la même. Bon. Et là, d'abord, Benjamin Netanyahou a les mains libres par rapport à son opposition d'ultra qui menaçait de quitter le gouvernement et de renverser sa coalition. Aujourd'hui, il est beaucoup plus à l'aise, il ne sera pas renversé. Par ailleurs, il obtient sans aucun doute de la part de Donald Trump un lot en contrepartie qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est la véritable énigme de l'accord qui vient d'être conclu. Qu'est-ce que les Américains ont donné aux Israéliens en échange de cet accord qui tombe à point nommé, donc à la veille de l'intronisation de Donald Trump, et qui fait de lui un candidat tout à fait possible à un prix Nobel de la paix. Je sais que ça fait Donald Trump ici. Ah oui, effectivement. Bon, je rappelle l'accord, libération de 33 otages israéliens en échange d'1 millier de prisonniers palestiniens, augmentation de l'aide humanitaire, 33 otages israéliens devraient être libérés en commençant par les femmes et les enfants. Il y aura une deuxième phase avec libération des derniers otages et retrait complet israélien de Gaza. Il y aura reconstruction de Gaza et restitution des corps des otages tués durant leur captivité. C'est l'accord tel qu'il a été scellé. La question que je vous ai posée hier soir, je la repose. Qu'est-ce qui fait que le Hamas a, d'une certaine manière, écouté Donald Trump, alors qu'il n'écoutait pas forcément l'administration américaine? Quel est le rapport de force qui s'est mis en place entre Trump et le Hamas, ou Trump et les émissaires du Hamas, pour que le Hamas entende? Mais ce n'est pas le Hamas qui a entendu, ce sont dans ce conflit entre Israël et les islamistes, ce sont les soutiens de part et d'autre des deux belligérants qui entrent. Attendez, non, j'entends, mais vous comprenez ma question. Qu'est-ce que fait peser les Qataris? C'est pour ça que j'ai dit émissaire. Oui. La menace sous-jacente qu'il y avait dans la mise en garde de Trump, disant que. Et c'est quoi la menace? Mais c'est quoi l'enfer? C'est ça. Qu'est-ce qu'il leur promettait? Vous avez un petit pays dans lequel se trouve le CENTCOM américain, c'est-à-dire le quartier général américain pour le Moyen-Orient. Ce petit pays, cet émirat qatari, qui s'est débrouillé pour se retrouver au centre à peu près géométrique de toutes les influences. Ce sont à la fois des amis des Turcs qui agissent en Syrie, ce sont les amis des Iraniens qui sont très mal en ce moment, etc. Mais ça, ce sont les Qataris. Ils ont une position d'équilibre et ils en jouent, ils servent de médiateurs. Aujourd'hui, ils ont bien compris que le rapport de force avec l'Occident avait changé, que le monde avait basculé depuis le 5 novembre et que donc il fallait en tenir compte. Les Égyptiens en tiennent compte, les Saoudiens en tiennent compte, tout le monde en tient compte.
Et chacun comprend que se heurter aujourd'hui à la puissance américaine, c'est pas une bonne idée. D'accord. Faire des concessions. Alors, je vous propose d'écouter M. Barrot, qui est le ministre des Affaires étrangères, était ce matin chez nos amis de RTL, et je vous propose de l'écouter. Sur les otages, ce qu'il a dit, les otages. Depuis de trop nombreux mois, nous n'avons pas de nouvelles. C'est-à-dire depuis le 7 Nous sommes octobre en contact depuis le 7 octobre quasiment, sauf les témoignages de ceux qui sont revenus de l'enfer de Gaza. Nous espérons vivement qu'ils puissent nous revenir en vie et en bonne santé. On n'a pas de certitude sur le fait qu'ils soient en vie. Nous n'avons pas de certitude, nous n'avons pas de nouvelles. Nous sommes en contact étroit avec leur famille que j'ai rencontrée moi-même, et je le redis, je pense à cette heure, à leurs conjointes, à leurs enfants, dont certains peinent tant à se reconstruire après avoir été eux-mêmes otages à Gaza, pris par le sentiment parfois de culpabilité d'avoir été eux-mêmes libérés alors que leur papa est encore détenu otage. Ofer et Ohad, je le rappelle, otages français. Vincent Herouette. Ben non, mais le ministre fait de la psychologie. D'ailleurs, ce qu'il dit n'est pas faux sur la culpabilité, mais ça, on s'en fout éperdument. C'est le chef de la diplomatie française. Le problème que l'on a, c'est qu'on a des otages en Azerbaïdjan, en Russie, en Algérie. Je vous rappelle Boualem Sansal. Et on en avait en Israël. Il a parlé d'ailleurs de Boualem Sansal. Ils sont incapable d'obtenir que les méchants relâchent nos compatriotes. Boualem Sansal, puisque vous en parlez. Je être américain que français si aujourd'hui j'étais entre les mains de coupeurs de route. Je vous propose d'écouter... On n'a pas dit ça il y a 10 ans. Hein. Oui, bien sûr. Je vous propose d'écouter Jean-Noël Barrot sur Boualem Sansal, puisqu'il a pris la parole également sur cet écrivain qui est toujours retenu en Algérie. Est-ce qu'on peut écouter Jean-Noël Barrot sur Boualem Sansal? C'était ce matin. Est-ce que nous l'avons ou pas? Allons-y. Ce qui s'est passé le 9 janvier n'est pas acceptable. C'est inadmissible. Le renvoi par l'Algérie d'un influenceur qui s'était livré à des appels au meurtre sur les réseaux sociaux, alors que nous l'avions ciblé par un Bruno arrêté Retailleau l'a d'expulsion. renvoyé le jeudi matin, l'Algérie lui a dit tu retournes en France le jeudi soir. Voilà. Et voilà pourquoi Alors Bruno même- Retailleau n'est pas illégitime à avoir un avis sur la relation avec l'Algérie. Alors même qu'il était doté d'un passeport biométrique et qu'il n'y avait aucune raison pour l'Algérie de ne pas le reprendre. Cela s'ajoute à d'autres épisodes que nous avons regrettés, et je pense en particulier à la détention de notre compatriote Boualem Sansal. Mon rôle, c'est de régler les problèmes. J'ai d'ailleurs signalé que j'étais prêt à aller à Alger pour échanger avec les autorités algériennes et traiter de tous les sujets, et pas seulement ceux qui ont fait Et l'actualité vous allez ces y aller dernières quand semaines. alors? Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, Vincent Herouette. Il est prêt à aller à Alger échanger avec les autorités algériennes. C'est dire à quel point la France est respectée. Les Iraniens avaient libéré les otages américains 10 minutes après le discours d'inauguration de Reagan en 1980. C'est le précédent qu'on répète, que tout le monde répète, sauf que, bon, en fait, c'est la vérité, la réalité est un peu plus compliquée que ça. Parce que là, ce qu'on a vu, c'était les deux émissaires. Ouais. Celui de l'administration sortante démocrate, donc est un diplomate, et celui est le milliardaire ami de Donald Trump, côté donc républicain, qui ont agi ensemble à Doha. Il semble même qu'ils se soient répartis les rôles. Et donc, formidable entente, et au bout, la trêve qu'ils ont réussi à arracher. Ça renvoie effectivement à la libération des otages, à l'intronisation de Ronald Reagan, et le jour même de l'intronisation, les otages américains de l'ambassade qui avait été pris au moment de la révolution islamique par les étudiants, l'ambassade étant occupée, ont été relâchés alors que Carter n'avait pas réussi à obtenir leur élargissement. Et là encore, on avait dit que les deux administrations avaient travaillé ensemble. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Du côté de Reagan, ça avait été... Trump, c'est vraiment un triomphe. Hein. Là, Voilà, franchement... on est en 1980, chapeau bas. Carter avait été tombé quasiment là-dessus. C'est l'élection... Ça ne l'avait pas aidé, ça c'est vrai. Mais on juge une politique à ses résultats. Et beaucoup de choses. Et beaucoup de choses, si vous me permettez. On juge beaucoup de choses à ses résultats, et c'est pas faux. C'est pas faux. Oui. Bon, un mot de Gérard Carrérou, et après on va parler de la dénatalité. Vous avez dit l'essentiel, mais simplement, il y a une chose qui m'apparaît, j'appellerais ça l'effet Notre-Dame. Regardez l'image lorsque Trump est entré dans Notre-Dame. Vous aviez tout autour les grands hommes, les grands dignitaires du monde qui étaient comme dans une sorte de sidération à regarder ce personnage, et il le suivait médusé, si vous voulez. Eh bien, c'est ça qui vient de se produire.
pour la première fois, je pense que ça sera dans d'autres circonstances qu'on le verra, on a là tout d'un coup un homme, on se dit, ben oui, les choses ont changé mondialement. C'est pas seulement que Trump a été élu derrière un président extrêmement falot comme Biden, c'est que on retrouve l'Amérique impériale à travers ça, une forme d'Amérique. On se dit, depuis Reagan, pratiquement, on n'a pas eu quelqu'un, même Obama, il avait fait son succès sur sa tête, si vous voulez, je dirais d'une manière un peu facile. Mais c'était Trump. Trump, c'est dans la génération des présidents qui influent le monde. Avec quelles verrez, conséquences pour alors la première, non mais Olivier, la première fois, on l'a pas vraiment vu parce qu'il est arrivé un peu inopinément sur la scène. Ah oui, il n'était pas préparé et il a fait face à l'état profond. C'est vrai. Moi, je me souviens de mon fils me disant Trump, tu vas voir, il tiendra pas longtemps. Il a contre lui le FBI, la CIA, etc. Il a eu tout ça. Aujourd'hui, il est préparé. Et c'est différent. Ce qui est cruel, mais juste courtement, mais pour les politiques français, c'est que nous, on en est réduit à commenter les communiqués de presse de Sandrine Rousseau qui veut quitter X. Au moment où le sort du monde est en train de. Et on a Trump face au peut-être probable. La force de Trump, c'est qu'il est justement l'antithèse de ce peut-être probable. Ludovine de la Rochère et Florian Bachelier viennent de prendre la parole. Et ce qui m'amuse, c'est qu'on nous promettait l'enfer si Trump était élu, la guerre civile aux États-Unis, et à l'arrivée, non seulement l'Amérique est apaisée, l'Amérique est apaisée. En revanche, Musk et Trump sont devenus la cible de toutes les bien-pensants, et notamment à travers Twitter, qui vacille, qui tangue, parce que pour la première fois depuis bien longtemps, pas pour la première fois d'ailleurs, parce que depuis des années ça change, mais manifestement l'espace public n'est plus occupé que par le politiquement correct, donc ça les rend fous. Et ils parlent d'ingérence de Musk. Oui. Et, je suis d'accord avec vous, mais quand Soros est intervenu sur le Brexit, je ne les ai pas entendus. Je ne les ai pas entendus. Donc en fait, ce qui les ennuie, c'est que d'autres voix parlent. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se retirent. Ils refusent le débat. C'est les mêmes qui veulent l'interdiction de CNews, les mêmes qui applaudissent à l'annulation de C8. Ce sont les mêmes. Florian Bachelier, si vous êtes là et que vous faites des apartés, retournez au ministère. C'est pas possible. Un peu de discipline. Non, mais vous n'avez pas mal. Un peu de discipline, s'il vous plaît. Un peu de discipline. Donc c'est toujours les mêmes. Et ce qui est drôle, moi ce qui me fascine, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas parler avec des gens qui ne pensent pas comme eux. C'est ça. Ils pourraient venir sur ces plateaux, etc. Et ils se disent, on quitte Twitter. Ça se passerait très bien d'ailleurs. Mais bien sûr, on quitte Twitter. On est entre nous. Donc ça tangue, ça vacille. Mais ils ont un problème d'argumentation. Ludovine de la Recherche. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas les éléments de réponse à mais bien sûr. d'analyse. Mais bien sûr. Ils ne sont pas en mesure et capables de débattre réellement. Et donc ils s'en vont. Ils s'en vont et ils demandent l'interdiction. C'est-à-dire que ils montent tous au créneau, les uns les autres. C'est Sandrine Rousseau qui sort de Twitter. Mais parfois des publications, j'ai vu qu'Ouest France sortait de Twitter. Hier, il y a 80 associations qui sortent de Twitter. Ils ne veulent pas. Le Conseil régional de Bretagne. Conseil régional. Il ferait mieux de s'occuper en Bretagne de la sécurité et à Ville de Rennes, de cette ville qui est à feu et à sang matin, midi et soir. Ludovine de la Recherche. Ça me fait plaisir que vous soyez là parce que la dénatalité, je trouve que c'est vraiment peut-être le sujet le plus important dont on ne parle pas beaucoup non plus dans les médias. Parce qu'évidemment, la famille, la femme qui fait des enfants, c'est pas le sujet justement le plus important peut-être pour cet espace médiatique. Et vous vouliez intervenir parce que avec des solutions peut-être. Avec un certain nombre de solutions. Et d'abord, ce que je remarque, c'est que les médias en ont parlé un petit peu, en passant vite fait. Les politiques n'en parlent pas. Regardez le discours de politique générale de François Bayrou. C'était le jour même de l'annonce de l'INSEE qui disait que le taux de natalité était descendu à 1,62 enfants par femme. C'est historique, c'est jamais arrivé, non seulement depuis 1945, mais en réalité, depuis des décennies et des décennies... Alors le carillon, je suis obligé de vous couper parce qu'il est déjà 9h22, mais vous allez évidemment continuer cette argumentation. Je vais saluer notre ami Thomas Hill.